Bismillahirrahmanirrahim. On parlera aujourd'hui de l'apport de la radiographie du thorax dans le diagnostic des cardiopathies. Les modalités d'imagerie cardiaque sont devenues nombreuses et perfectionnées, mais néanmoins la radiographie du thorax reste un diagnostic utile. Le diagnostic de cardiopathie reste basé sur la confrontation clinique avec les autres moyens diagnostiques. La radiographie du thorax, néanmoins, reste le premier examen disponible pour le diagnostic de cardiopathie pour le pédiatre et surtout dans le cadre de l'urgence. On va voir ici la projection des données anatomiques, donc des structures anatomiques du cœur sur la radiographie du thorax. On voit que le cœur droit est constitué, et le cœur droit constitue la partie antérieure du cœur. Donc l'oreillette droite qui forme le bord du cœur, le bord inférieur du cœur. Quant au bord supérieur du cœur, il est formé par la veine cave supérieure. Le ventricule droit forme la partie diaphragmatique, donc se projette sur la partie diaphragmatique du téléthorax, alors que l'arc moyen, la voie d'éjection, qui va donner le tronc de l'artère pulmonaire, va constituer l'arc moyen gauche. Quant au bord inférieur du VG, il est constitué par le bord du ventricule gauche. Quant au bouton aortique, il forme le bord supérieur, l'arc supérieur gauche. Sur le profil, donc le ventricule droit forme la partie la plus antérieure. Quant au ventricule gauche, il forme la partie diaphragmatique, qui se projette ici, et la partie postérieure est formée en partie par l'oreillette gauche et une partie du ventricule. Les qualités techniques d'une radiographie du thorax, il faut que le centrage soit parfait, la position du patient qui doit être debout, une bonne pénétration, et le cliché doit être pris en inspiration. L'approche systématique, donc on va étudier successivement le cœur, la vascularisation pulmonaire, les arcs aortiques, le péricarde, la position du cœur et les structures. Pour le cœur, on étudie la taille, donc la taille du cœur, qui est un élément important, surtout pour voir si le cœur est augmenté de volume. C'est le cas de l'insuffisance cardiaque ou pour estimer la sévérité d'une cardiopathie. Comment on calcule le volume du cœur? C'est en faisant le rapport entre le diamètre du cœur et celui de la paroi thoracique. Si ce rapport est supérieur à 0,50 après 2 ans, on parle de cardiomégalie. S'il est supérieur à 0,55 chez le nourrisson, donc aussi on parle de cardiomégalie. Il existe un autre moyen donc pour évaluer, donc pour voir s'il y a une cardiomégalie ou non, si voir le volume cardiaque est augmenté ou non, c'est donc le cliché de profil. On voit que le bord postérieur du cœur est séparé de la colonne vertébrale par un espace. Cet espace est comblé et le bord postérieur du cœur vient empiéter sur la colonne vertébrale. On le voit ici. Voilà, dans le cas d'une cardiomyopathie, on voit que le volume du cœur est augmenté et il vient empiéter sur la colonne vertébrale. Donc les causes de cardiomégalie, vous avez les plus importantes: le shunt gauche-droit, les fuites de la valve auriculo-ventriculaire, les cardiomyopathies, les péricardiques. Donc ici, c'est un exemple de shunt gauche-droit, un canal atrioventriculaire complet. Donc vous avez un cœur qui est augmenté de volume avec une surcharge vasculaire pulmonaire, et donc ce bord droit du cœur est un aspect particulier. Donc vous avez un aspect en bosse donc de ce bord droit du cœur. Ceci est dû au fait de la fuite d'une fuite entre le ventricule gauche et l'oreillette droite. Ceci donc est retrouvé essentiellement dans le canal atrioventriculaire.
Donc, ce type de communication peut exister dans la CIV de type Gerbot. Le canal artériel, aussi un autre exemple de champ de gauche-droit, une persistance du canal qui est large, donc vous avez une grosse cardiomégalie avec une surcharge vasculaire pulmonaire. Donc ici, le troisième type de cardiomégalie, c'est celui qui est retrouvé dans les cardites valvulaires rhumatismales. Ici, vous avez une fuite rhumatismale. Autrefois, donc, la fuite mitrale rhumatismale était la valvulopathie la plus fréquente du RA. Donc, elle représentait 80% des atteintes. Quant au rétrécissement mitral, c'était une atteinte relativement tardive qu'on retrouvait chez la jeune femme. Vous voyez ici la dilatation de l'oreillette gauche qui donne un aspect de double contour ici. Et donc, il y a un auricule qui est dilaté qui donne donc une petite convexité sur la partie inférieure de l'arc moyen. Ventricule gauche aussi, il est dilaté qui donne une convexité du bord inférieur gauche du cœur. La fuite de la valve auriculo-ventriculaire droite, c'est-à-dire la tricuspide, dans l'anomalie d'Epstein, vous avez une implantation basse de la tricuspide par ces feuillets septal et postérieur qu'on ne voit pas ici. Vous avez une atrialisation du ventricule droit, ce qui va vous donner une oreillette gauche très augmentée de volume. Donc sur le cliché, on voit un bord droit du cœur qui est convexe. On voit qu'on a une hypovascularisation pulmonaire qui accompagne souvent l'anomalie d'Epstein. Et il faut savoir que l'anomalie d'Epstein représente la pathologie où vous avez les plus importantes cardiomégalies. On dit qu'elle va de la paroi thoracique droite à la gauche. Donc elle prend tout le thorax. Ceci est retrouvé aussi dans l'atrésie pulmonaire à septum interventriculaire intact. Vous avez ici le cas d'une cardiomyopathie dilatée. Donc une cardiomyopathie dilatée, il faut savoir qu'il y a grosso modo, donc vous avez la cardiomyopathie dilatée, l'hypertrophique et la restrictive. Il existe d'autres. On parle donc la cardiomyopathie dilatée et la cardiopathie qui se manifeste par une insuffisance cardiaque. C'est la deuxième cause d'insuffisance cardiaque chez l'enfant après les cardiopathies congénitales. Et vous avez ici un cœur qui est augmenté du volume, surtout dépend des cavités gauches. Les cavités gauches sont dilatées, ventricule gauche essentiellement et parfois l'oreillette gauche, avec une hypocontractilité du ventricule gauche. Vous avez aussi dans la péricardite, donc un gros cœur parfois, qui prête à confusion. Parfois le diagnostic différentiel avec une cardiomyopathie se posait surtout autrefois parce qu'on ne bénéficiait pas de l'apport de l'échocardiographie. Et vous voyez que cette cardiomégalie, si on trace les contours du cœur, elle a un aspect particulier en carafe. L'évolution de la taille du cœur, donc au fil du temps, donc il faut savoir que même en présence d'un cœur d'un défect important, c'est-à-dire une CIV importante ou un canal atrioventriculaire, généralement le cœur n'est pas très augmenté de volume au début parce que les résistances vasculaires pulmonaires sont encore élevées, ce qui fait que les pressions au niveau du VD sont encore élevées, ce qui fait qu'il n'y a pas de gradient entre la gauche et la gauche et la droite. Donc avec la chute des résistances vasculaires pulmonaires qui vont avoir lieu vers la septième, à partir de la 7e semaine, donc vous allez avoir donc un gradient entre la gauche et la droite et ça va donner donc beaucoup de sang qui va passer de la droite à la gauche, qui va donner donc cette cardiomégalie, cette surcharge vasculaire pulmonaire, parfois aux dépens des deux ventricules. Les fausses cardiomégalies, vous avez l'hypertrophie thymique, les problèmes techniques de mauvais centrage, le patient le cliché qui n'a pas été pris debout, et aussi pour le cliché non pris et le cliché qui est pris en expérience. Donc la première source d'erreur, c'est l'hypertrophie thymique. Ici on voit le thymus
les signes d'une opacité thymique, c'est le bord crénelé et l'angle de raccordement. Le mauvais centrage, si le cliché n'est pas centré, comme on voit ici, il n'y a pas de symétrie des deux clavicules. On voit que le cliché est pris un peu de trois quarts. C'est pour ça que ça donne un aspect de fausse cardiomégalie. Vous voyez ici un cliché pris en inspiration et en expiration. Donc le cliché en inspiration, le volume du cœur est normal. Quant à celui pris en expiration, le volume semble augmenter. Donc la deuxième chose aussi, la forme du cœur, la silhouette du cœur peuvent nous renseigner sur le type de cardiopathie. Vous avez en effet des types caractéristiques. Dans la période néonatale, vous avez la transposition des gros vaisseaux, donc à septum interventriculaire intact. Donc vous avez un aspect en 9. Donc vous avez les trois signes à la radio, vous avez la surcharge vasculaire pulmonaire, le cœur qui est un peu augmenté de volume et un médiastin qui est étroit. Donc ce qu'on appelle le cœur en 9 sur une ficelle. D'accord. Bien sûr, surtout chez un enfant qui est cyanosé, qui est cyanosé, dont la cyanose ne répond pas à l'oxygène, donc de surcroît c'est un mâle, donc c'est un garçon. Donc ici, donc, il faut essayer de faire le diagnostic rapidement. Bien sûr, ce n'est pas, il faut confirmer le diagnostic par l'échocardiographie et il faut savoir que plus le diagnostic est précoce, mieux sera le pronostic pour cette maladie. Donc l'enfant doit être opéré obligatoirement donc dans les premiers jours de la vie. Donc il ne faut pas dépasser le premier mois de la vie. La deuxième forme, le deuxième aspect typique, c'est celui de tétralogie de Fallot. C'est-à-dire on retrouve le cœur en sabot. Vous avez donc un cœur qui n'est pas très augmenté de volume, mais vous avez une hypovascularisation pulmonaire. Vous avez des poumons qui sont plus foncés par rapport à ici, parce que c'est le sang qui est dans la transparence. La deuxième chose, les artères pulmonaires sont grêles, donc la pointe est surélevée. Donc l'arc moyen est convexe et vous remarquez ici le bouton aortique n'est pas à droite, il est absent vers la gauche et on le voit ici à droite et il descend sur la droite. Et vous remarquez aussi que la trachée est déviée vers la gauche, ce qui est pathologique. La trachée normalement doit être médiane ou déviée vers la droite. Le troisième aspect, c'est un aspect en bonhomme de neige, donc en bonhomme de neige, dans le retour veineux anormal total, donc supracardiaque, c'est-à-dire supracardiaque. Ceci représente la veine ascendante et ici la veine cave supérieure qui est dilatée, qui reçoit presque tout le volume, le volume sanguin. Donc vous avez ici l'aspect donc en sable avec le bouton aortique qui est à droite. Aussi, c'est un aspect de transposition avec un aspect en 9. Et ici, c'est un aspect de retour veineux complet supradiaphragmatique. Signe vasculaire, la vascularisation pulmonaire est augmentée. Vous avez deux types d'augmentation, c'est-à-dire précapillaire et postcapillaire. Précapillaire, c'est la surcharge vasculaire artérielle. Donc, celle-ci retrouvée surtout donc, dans les shunts gauche-droit, la CIV, le canal atrioventriculaire, les CIA et la persistance du canal artériel, parfois la fenêtre aortopulmonaire. Donc les vaisseaux pulmonaires sont dilatés, suivis en périphérie, au-delà du 1/3 du champ pulmonaire. Donc les vaisseaux pulmonaires sont vus au niveau des sommets et de la base de la même manière, c'est-à-dire qu'il y a une redistribution vasculaire, parce que normalement, la vascularisation pulmonaire dans un cliché normal prédomine au niveau des bases. Et enfin, le diamètre des vaisseaux pulmonaires est monté. Donc vous avez un exemple ici d'une CIA ostium secundum. Vous avez un arc moyen qui est convexe, une surcharge vasculaire pulmonaire. On voit que la vascularisation est presque identique au sommet et aux bases, et qu'on la voit, elle va jusqu'en périphérie. Et le volume du cœur est un peu augmenté. Vous voyez la coupe des vaisseaux nez qui est évidente. Ici, vous avez
une surcharge encore plus prononcée dans le cadre d'un shunt gauche-droit en rapport avec un canal atrioventriculaire chez un nourrisson en insuffisance cardiaque, le gros cœur qui est important, et aussi la vascularisation pulmonaire qui est très importante, qui prédomine où il est qu'on soit jusqu'en périphérie. Ici, donc, vous avez la coupe d'un vaisseau. Vous voyez le vaisseau qui est vraiment large par rapport à la petite branche qui lui est contiguë. Donc, vous voyez les poumons qui sont véritablement inondés par un shunt très important. Le deuxième type de surcharge vasculaire pulmonaire, c'est la surcharge vasculaire pulmonaire post-capillaire, donc ou veineuse. Donc, vous avez une obstruction au retour veineux. Donc le retour veineux par les veines pulmonaires ne se fait pas normalement. Vous pouvez avoir un obstacle au niveau des veines pulmonaires, au niveau de l'oreillette gauche, donc soit une sténose mitrale ou soit un obstacle intra-auriculaire, comme on voit donc dans le cœur triatrial. Vous avez une membrane qui sépare l'oreillette gauche en deux oreillettes et cette membrane peut être sténosante. Vous avez aussi le retour veineux pulmonaire anormal avec obstacle, total avec obstacle. Ce type de retour veineux pulmonaire avec l'obstacle, il est surtout vu dans les retours veineux pulmonaires totaux infradiaphragmatiques, donc qui se jettent généralement donc, au niveau de la veine cave inférieure. Ces affluents. Donc les signes radiologiques, vous avez un œdème interstitiel, un aspect de poumon vert dépoli, les lignes de Kerley et l'opacification l'opacification de la cardiaque. Voilà une image que vous devez garder en mémoire. Donc vous avez un œdème interstitiel. Donc vous avez un œdème interstitiel avec un cœur de volume normal. Donc c'est une image qui est très évoquante donc d'un problème pulmonaire, donc d'une maladie des membranes hyalines. Mais méfiez-vous, donc surtout pour ceux qui sont néonates, un nouveau-né qui a, de surcroît s'il est un peu prématuré, qui a donc des signes de détresse respiratoire et qui ne répondent pas donc aux mesures donc, de réanimation classiques. Donc, si vous avez une image de ce type, il faut toujours penser au retour veineux pulmonaire et essayer de faire une échocardiographie pour mettre en évidence ce retour veineux, parce que la vie de cet enfant en dépend. Donc, le diagnostic n'est pas toujours facile. Donc, si le doute persiste ou si vous avez des signes donc, qui évoquent ce diagnostic, il ne faut pas hésiter donc faire l'échocardiographie par quelqu'un qui a de l'expérience en la matière, sinon il faut s'aider d'un angioscan. Ici, donc, vous avez l'hypoplasie du cœur gauche. Donc, l'hypoplasie du cœur gauche, donc c'est une cardiopathie gravissime avec une atrésie ou la hypoplasie de la valve mitrale, une hypoplasie de l'aorte et un petit VG ou là un VG totalement absent. Donc ici, donc c'est vraiment un gros cœur au dépend des cavités droites. Donc et des signes d'œdème interstitiel. Donc voici les lignes de Kerley, les lignes horizontales qu'on voit ici. Donc ici, on vous a mis deux images, donc une surcharge vasculaire précapillaire et postcapillaire. Celle-ci est en rapport avec un canal atrioventriculaire complet, donc avec une très grosse cardiomégalie, une surcharge vasculaire pulmonaire importante. Et ici, c'est une anomalie de retour veineux avec un œdème interstitiel et le cœur n'est pas très augmenté de volume qui doit forcément vous rassurer. Donc, image des signes, donc un œdème interstitiel avec un nouveau-né. Il faut toujours donc soulever la possibilité d'un retour veineux pulmonaire anormal. Donc la vascularisation pulmonaire peut être diminuée, donc c'est un autre cas de figure. Donc les malades qu'on a vus donc, dans le cas de surcharge vasculaire pulmonaire, très souvent se manifestent par une défaillance cardiaque. Par contre, ici, donc, pour la tétralogie de Fallot, l'atrésie de la tricuspide, c'est l'hypoxémie qui prédomine.
vous avez dans l'obstacle sur la voie pulmonaire, vous avez la tétralogie de Fallot, l'obstacle au niveau de l'oreillette, c'est l'atrésie de la tricuspide, ou un obstacle au niveau des vaisseaux, c'est le syndrome d'Eisenmenger. Voilà donc un obstacle avec un souffle, une hypoplasie, une hypovascularisation pulmonaire vraiment marquée, un cœur qui est augmenté de volume, un arc moyen, vous avez comme un coup de hache, et un cœur, un aspect grossier en sabot. Ici, vous avez une atrésie de la tricuspide, l'oreillette droite qui est dilatée, et vous avez donc un VG qui est aussi convexe parce que ce VG est hypertrophié ou dilaté. Parce que l'atrésie de la tricuspide, comme il n'y a pas de communication entre l'OD et le VD, celui-ci devient hypoplasique, donc son volume est très diminué. Donc la fonction circulatoire donc, est prise en charge par le VG. Voilà, on a un obstacle tricuspidien. Donc, dans la maladie d'Epstein, vous pouvez avoir une fuite tricuspidienne. Vous avez ici donc un gros cœur, surtout au dépend une hyperconvexité de l'oreillette droite. Et vous avez donc un gros cœur avec une hypovascularisation pulmonaire. L'hypertension artérielle pulmonaire, essentiellement l'Eisenmenger. L'Eisenmenger, c'est généralement des shunts gauche-droit qui n'ont pas été opérés à temps. Donc, le lit vasculaire pulmonaire est soumis à une surcharge vasculaire pulmonaire qui va donner à la langue des modifications, c'est-à-dire une hypertrophie de l'intimae et de la média, ce qui fait que ça va donner une lumière qui va être rétrécie. Donc, ces vaisseaux rétrécis vont constituer un obstacle donc, au sang. Donc, vous allez avoir un changement brusque de calibre des artères pulmonaires, un contraste entre les îles qui sont bien vascularisées et les segments périphériques qui le sont moins, qui sont hypovascularisés. Vous avez aussi un arc moyen qui est convexe et un diamètre de l'artère pulmonaire qui est donc, vous voyez, voilà l'image d'une hypertension artérielle pulmonaire. Vous voyez ici donc le tronc de l'artère pulmonaire, voilà, qui est dilaté, qui est convexe, la surcharge qui prédomine au niveau du huile, alors qu'en périphérie, elle est vraiment diminuée. De même qu'ici, surcharge très importante, contrastant avec une périphérie diminuée. Vous voyez, le volume du cœur n'est pas très augmenté. Vous avez maintenant, on va parler de l'asymétrie. L'asymétrie de la vascularisation pulmonaire. Vous voyez ici, donc, dans le cas d'une tétralogie de Fallot avec une agénésie de l'artère pulmonaire gauche, c'est une association qui est rare. Vous voyez que ce patient a été opéré. Vous voyez que le poumon droit est bien ou hypervascularisé, contrastant avec le poumon gauche qui est vraiment hypovascularisé. Donc c'est une association qui existe, mais elle est rare. Vous voyez qu'ici que le poumon gauche ne reçoit presque pas de sang. Vous pouvez avoir donc aussi, dans le cadre d'un syndrome de Simter, donc une hypoplasie de l'artère pulmonaire droite. Donc le syndrome de Simter, donc il associe une hypoplasie du poumon droit. Donc le poumon droit est hypoplasique et pathologique. Vous avez une hypoplasie de l'artère pulmonaire droite. Vous avez une dextrocardie, donc une dextrocardie secondaire ou la fosse, le cœur est simplement déplacé vers la droite. Ce n'est pas une dextrocardie par dextroversion. Donc le cœur est déplacé vers la droite du fait de l'hypoplasie du cœur droit et vous avez un retour veineux pulmonaire anormal. Vous voyez ici donc ce poumon qui est peu vascularisé, contrastant avec ce poumon qui est hypervascularisé, et vous voyez l'ombre de la veine anormale qui se jette dans la veine cave inférieure. Cette ombre veineuse fait penser à un sabre. C'est pour cela que ce syndrome est dénommé syndrome de Simter. Simter, c'est
C'est si l'on veut, l'épée des Turcs, ou là, le sabbat. Les arcs carrés, on va voir donc l'arc moyen essentiellement. Vous voyez ici une convexité de l'arc moyen, où vous pouvez avoir une concavité de l'arc moyen. Voilà donc l'arc convexe, comme on l'a vu donc dans les champs de gauche-droite, dans la sténose valvulaire pulmonaire, dans l'HTAP et dans l'agénésie des valves pulmonaires associées avec une tétralogie de Fallot. Donc l'arc moyen concave, vous avez une seule situation, cas de figure, c'est la sténose infundibule. Voilà donc en cas de champ de gauche-droit, si vous avez une CIA par exemple, vous avez beaucoup de sang qui va aller au tronc de l'artère pulmonaire. Si vous avez une communication entre l'oreillette droite et l'oreillette gauche, vous allez avoir beaucoup de sang qui va passer de l'oreillette gauche vers l'oreillette droite, vers le VD, et il va donner donc, il va avoir une quantité plus importante que la normale qui va passer dans ce tronc de l'artère pulmonaire et qui va donner cette convexité. Vous avez aussi, en plus de vous avez la surcharge vasculaire pulmonaire, comme on l'a dit, et vous avez une pointe du cœur qui est susdiaphragmatique à cause de la dilatation du VD. Il faut savoir que la CIA-OS et les retours veineux sont les chantes qui augmentent le volume du cœur droit. Ici, donc, c'est une sténose valvulaire pulmonaire qui est légère à modérée, parce que la sévère ne donne pas de dilatation. Si l'on veut, c'est une lésion par gicleur, parce que les valves pulmonaires ne s'ouvrent pas bien. Vous avez un effet gicleur, donc le sang qui vient taper sur la paroi, sur le tronc de l'artère pulmonaire, il va donner donc cet aspect convexe. Et vous voyez ici que la vascularisation pulmonaire est un peu diminuée par rapport au champ de gauche-droit. Donc c'est un signe qui peut vous différencier donc une CIA d'un obstacle pulmonaire. Là, dans l'HTAP, vous avez un tronc de l'artère pulmonaire qui est bien dilaté. Vous avez une vascularisation hilaire qui est importante, contrastant avec une périphérie qui est sombre. Voilà ici dans la génésie de l'artère pulmonaire. Donc ici, dans la génésie de l'artère pulmonaire associée à une tétralogie de Fallot, vous avez donc une dilatation très importante des artères pulmonaires, vraiment une dilatation monstrueuse du tronc de l'artère pulmonaire et des branches de l'artère pulmonaire. Donc on peut évoquer le diagnostic. Donc, par la clinique, vous avez un souffle typique, to and fro, systolo-diastolique, bien sûr avec la dilatation des branches de l'artère pulmonaire. Le diagnostic est facilement confirmé par l'écho. L'arc moyen concave, on le retrouve dans la tétralogie de Fallot. Vous avez donc un cœur qui a une forme en sabot avec une pointe susdiaphragmatique qui n'est pas très augmentée de volume, et vous avez une hypervascularisation pulmonaire. Bien sûr, vous avez des autres signes qui vous orientent. Vous pouvez avoir un souffle mésocardiaque, et l'enfant est cyanosé. Ici, vous avez ce qu'on appelle un coup de hache, une absence presque totale de l'arc moyen. Vous avez un raccordement entre le bord inférieur, c'est-à-dire entre le ventricule gauche et l'aorte. L'artère pulmonaire, l'aorte ascendante peut être dilatée dans les sténoses aortiques valvulaires, donc valvulaires. Dans les sténoses sous-valvulaires et supravalvulaires, elle ne donne pas de dilatation de l'aorte ascendante. Ceci est dû au fait que la cause principale des sténoses aortiques chez l'enfant, c'est la bicuspidie aortique. Et la bicuspidie aortique, donc en plus de la sténose aortique ou la régurgitation qu'elle peut entraîner, elle donne aussi une aortopathie qui se manifeste par une dilatation de l'aorte ascendante. Une dilatation de l'aorte ascendante, donc qu'on voit ici, donc sur le cliché de face. Vous voyez, normalement on n'a pas d'arc moyen sur le cliché, donc ici on a un arc moyen qui est bien évident. On va montrer ici, voilà, donc là il est encore mieux visible, et on suit l'aorte. Voilà, on voit qu'il y a
une dilatation de l'aorte ascendante. Elle donne une aortopathie. C'est un peu comme la maladie de Marfan, mais la maladie de Marfan, elle donne généralement, la dilatation se situe au niveau de la racine de l'aorte et non au niveau de la racine de l'aorte ascendante. Le bouton aortique, on va étudier le bouton aortique qui normalement est situé à gauche et constitue le bord supérieur du gauche. Dans certaines pathologies comme la tétralogie de Fallot et l'atrésie pulmonaire à septum interventriculaire ouvert, donc vous avez un bouton aortique qui est situé à droite comme on le voit ici, donc dans l'atrésie pulmonaire. Et il faut savoir que le bouton aortique droit est surtout associés dans les tétralogies de Fallot qui sont dites syndromiques, c'est-à-dire associées à un syndrome comme le syndrome de Dijon, c'est-à-dire qui est associé à la délétion du chromosome 22q11. Ici, donc, vous avez une autre pathologie où vous avez un bouton aortique qui est situé à droite, jusqu'à dans 30% des cas, c'est le tronc artériel commun. Donc, dans cette cardiopathie, au lieu d'avoir deux vaisseaux qui sortent donc, des ventricules, vous n'avez qu'un seul vaisseau qui donne naissance donc, à l'aorte, à l'artère pulmonaire et aussi au coronaire. Donc ici, vous avez donc, un bouton aortique droit. Maintenant, vous avez la différence, vous avez une surcharge vasculaire. Donc, ça peut être utile, vous donner un signe en 3 dans le diagnostic de coarctation de l'aorte. Donc, vous avez un aspect en 3. Bien sûr, tout, c'est-à-dire que ces signes, on les retrouve plus facilement, comme l'adage dit, on ne trouve que ce que l'on cherche. C'est-à-dire, c'est la clinique, c'est des enfants qui ont ici un souffle qui irradie au niveau du dos, vous avez des pouls qui ne sont pas bien perçus, vous avez aussi un gradient tensionnel entre le membre supérieur et le membre inférieur, donc et sur le cliché du thorax, vous avez cette image en 3. Donc on va voir s'il y a un épanchement péricardique aigu. Voilà donc l'épanchement péricardique aigu. Actuellement, ici on voit que c'est un enfant opéré. Il faut savoir qu'actuellement, ce qu'on appelle un syndrome post-péricardique, c'est les enfants qui sont opérés du cœur bien sûr, et dans les 2-3 semaines qui s'ensuivent, vous avez une réaction inflammatoire du péricarde et qui peut donner un épanchement qui peut être important et qui peut mettre même la vie de l'enfant en danger. Donc il faut surveiller et donc ce traitement est simple à traiter. On fait appel aux anti-inflammatoires non stéroïdiens ou à la colchicine. Donc la deuxième chose, où la radiographie du thorax, je dirais même qu'elle est précieuse, c'est dans la péricardite constrictive. Donc, il faut savoir que dans 30%, 25 à 30% des cas, vous pouvez avoir, donc le cliché du thorax peut montrer les calcifications que vous voyez sur le bord du cœur, surtout sur l'image de profil. Donc, cette calcification vraiment est utile, donc surtout pour le diagnostic. Donc, quand vous avez un diagnostic clinique d'adiastolie, le diagnostic se pose entre cardiomyopathie restrictive et la péricardite constrictive. Donc, récemment, donc la différence entre les deux était très difficile. Et donc, actuellement, avec l'avènement des différents modes échocardiographiques, surtout l'écho tissulaire, ceci a été facilité. Mais si vous avez une telle image, vous êtes presque sûr, c'est un épanchement péricardique. Parce que la problématique, plutôt la péricardite constrictive peut bénéficier d'un traitement donc, qui guérit le patient, alors que dans la cardiomyopathie, le pronostic est très sombre et généralement c'est l'indication d'une transplantation. Donc ici, vous pouvez avoir une malformation à un kyste donc pleuropéricardique, donc il est situé au-dessus de l'oreillette droite. Vous voyez à l'écho cette image en échogène qui surplombe l'oreillette droite. La position du cœur, donc il faut rechercher le situs abdominal, la position des organes, des différents organes qui sont asymétriques dans le corps et la position dans le thorax
du cœur. Donc, est-ce qu'il est en position de lévocardie, de mésocardie ou dextrocardie? Donc, normalement, le situs normal, c'est ceci. Donc, vous avez la trachée, vous avez la branche souche droite qui est différente de la gauche parce que celle-ci se bifurque rapidement alors que celle-ci ne se bifurque pas rapidement. Le poumon droit est constitué de 3 lobes, celui de la gauche de 2 lobes. Le foie, il est situé à droite et la rate à gauche. Donc ceci, c'est le situs solitus normal. Et donc le foie est dans la même direction que l'oreillette droite. Le situs inversus, c'est cette image en miroir inversé, d'accord? Les structures morphologiquement droites sont situées à gauche. Le foie, le poumon trilobé et la branche de type droit qui est située à gauche. Là, c'est l'inverse. Et la rate, elle est située ici. Vous avez, c'est encore plus compliqué, c'est le situs ambigu. Donc, vous avez un trouble de la latéralisation. Donc, au lieu d'avoir du côté droit et du côté gauche des organes qui sont symétriques, mais ils doivent être symétriques, mais ils ne sont pas les mêmes. Donc, sur le plan anatomique, ici, vous avez deux poumons et 2 branches de type droite qui se bifurquent très rapidement. Voilà, vous avez 2 poumons trilobés, vous avez un foie qui est médian et généralement l'estomac qui peut être situé de ce côté ou de ce côté et généralement la rate dans ce type droit, l'isomérisme droit qu'on appelle l'isomérisme droit, ou on peut appeler asplénie, la rate est absente. Et il faut savoir que ce type, l'asplénie ou l'isomérisme droit, donc, est une malformation cardiaque, donc c'est un syndrome qui est associé à des malformations cardiaques très sévères. Vous avez ici une hétérotaxie ou une polysplénie ou un isomérisme gauche. Vous avez 2 poumons de type gauche avec 2 branches de type gauche. Vous avez un foie médian et la rate, plutôt l'estomac peut être à droite ou à gauche. Et ici, dans ce cas-ci, ce qui différencie les 2 types, c'est qu'ici, vous pouvez avoir ce qu'on appelle une polysplénie. On a plusieurs rates. Le pronostic de la polysplénie est meilleur que celui de l'asplénie. La position du cœur dans le thorax, généralement, la normale, il est situé à gauche. Et l'axe du cœur, il est situé de la droite vers la gauche. Voilà, la dextrocardie, le cœur est situé à droite avec donc un axe du cœur qui va de la gauche vers la droite. Ici, vous avez donc une mésocardie où le cœur, l'axe est antéro-inférieur. Vous voyez ici que la poche à air gastrique est toujours du même côté que la pointe du cœur. Par contre, ici, dans les hétérotaxies, un isomérisme, donc vous avez un foie qui est médian, vous avez une poche à air gastrique qui est ici, alors que la pointe du cœur, elle est de l'autre côté. Elle est du côté opposé. Donc ici, c'est une mésocardie dans le cas d'une transposition courante du vaisseau. Ici, donc, regardez sur le cliché du thorax, vous voyez que vous avez 2 branches qui sont de type gauche, c'est-à-dire qu'ils ne se bifurquent pas. Donc ici, c'est une polysplénie. Donc c'est deux VG de type gauche qui sont bilobés. Et vous voyez que le foie est situé, il est un peu médian et la poche à air gastrique est de ce côté et le cœur étant dextrocardie, vous voyez la pointe du cœur ne sont pas du même côté. Les anomalies osseuses, vous avez les anomalies de la colonne vertébrale, la scoliose, les anomalies de segmentation, les encoches costales, surtout dans les coarctations vieillies, et les anomalies après thoraco. Pardon. Ici, donc, vous voyez les encoches costales ici. Donc, c'est surtout dans les coarctations vieillies, ce sont des coarctations qui ont été plus ou moins négligées, où là, le diagnostic n'a pas été fait à temps. Donc, vous allez avoir
le développement d'une circulation collatérale qui vient éroder le bord inférieur des côtes. Vous voyez ici, vous voyez que le bord inférieur est convexe, il est dû donc au fait de l'hypertrophie du ventricule gauche. Vous voyez ici, vous avez des encoches que vous voyez ici. Donc les anomalies squelettiques, surtout ceux de la colonne vertébrale, ils sont très fréquents, donc la scoliose. Regardez donc les enfants non cyanosés, c'est dans 20% des cas que vous les retrouvez, et dans les cardiopathies cyanogènes jusqu'à 66%. Donc vous pouvez avoir des autres anomalies squelettiques comme les vertèbres, donc en aile de papillon qu'on retrouve dans le syndrome d'Alagille, donc il peut être associé, donc il a un faciès particulier, vous avez une paucité ductulaire, donc une cholestase, et vous pouvez avoir aussi, donc comme cardiopathie, le plus souvent c'est la tétralogie de Fallot et surtout les sténoses des artères pulmonaires périphériques. Donc, et regardez ici un enfant donc, fermé par un Platzer, on voit l'ombre de l'emplatzer, donc de la prothèse qui a été utilisée. En conclusion, le diagnostic, la radiographie du thorax est utile, surtout dans le cas de l'urgence, quand vous suspectez une insuffisance cardiaque. Donc, le fait qu'il y ait une cardiomégalie plaide en faveur d'une insuffisance cardiaque. L'orientation diagnostique, le RVPTA, donc surtout le retour veineux pulmonaire, surtout en néonatologie. Donc, le diagnostic de maladie des membres hyalines, il faut toujours évoquer donc, le retour veineux pulmonaire bloqué, infradiaphragmatique. Il faut suspecter donc, cette entité, donc faire le diagnostic soit par l'échographie, sinon par le scanner, parce que ça nécessite, c'est une question de vie ou de mort pour l'enfant, pour le nouveau-né. L'intervention peut sauver le malade. Le syndrome de Simter, donc comme diagnostic différentiel avec les pneumopathies chroniques, donc c'est une pneumopathie de la base droite. La péricardite constrictive pour le diagnostic différentiel avec la cardiomyopathie restrictive. Et enfin, donc c'est un examen qui est disponible et peu coûteux, et je vous remercie.